J'en ai rien à carrer d'Indiana Jones, de Benjamin Gates et de tous ces films d'aventure pulp en général. Niveau jeux vidéo, j'ai bien aimé les derniers Tomb Raider et Uncharted, ce que j'ai fait en tout cas, mais je sais que j'y retournerai sans doute jamais. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je sais pas pourquoi j'ai participé au financement de Broken Compass. Donc voilà, je vais vous donner mon avis sur un jeu dont je ne suis absolument pas la cible. J'espère que ça vous aidera. Générique. Du coup, Broken Compass, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu pour vivre des aventures pulp, comme celles que l'on retrouve dans les œuvres que je vous ai énumérées en intro. À la lecture, j'ai l'impression qu'il arrive plutôt bien, voire même très bien, même si j'ai quelques points négatifs à aborder. Mais avant de rentrer plus précisément dans le contenu, j'aimerais m'attarder sur le produit en lui-même. Le livre et les suppléments que j'ai pris aussi, et qu'on verra rapidement après, sont au format A5. C'est sans doute le format que j'apprécie le plus dans le jeu de rôle, parce que c'est pour moi à la fois ce qui est le plus agréable à lire et à utiliser en partie. Bien sûr, on ne va pas y retrouver autant de matière que dans un A4 de 400 pages, mais du coup, ça demande une certaine concision que j'ai généralement tendance à apprécier. Et en plus de ça, le livre dans ce format peut rappeler un carnet d'aventurier, ce qui était le but dans la proposition de la version originale. D'ailleurs, et ça je sais que ça en a fait râler certains, et peut-être sûrement à juste titre, la VF n'a pas certaines des spécificités que le bouquin en VO avait. On pouvait retrouver par exemple des bords arrondis au niveau des pages, une couverture avec une texture particulière, et il disposait d'un élastique pour le fermer, et même d'un crayon qu'on pouvait attacher sur le bord du livre. Même si tout ça, ça donne au jeu un aspect plutôt cool, ne pas l'avoir en français, c'est pas quelque chose qui va me chagriner particulièrement. Surtout que là, le livre de base et les suppléments sont au même format, je trouve que la cohérence de la gamme rend plutôt bien. On va faire rapidement un tour sur les extensions. L'âge d'or, où là on va jouer dans une période d'entre-deux-guerres ou plus généralement les années 30, qui je pense est le contexte le plus évocateur pour ce genre d'aventure. C'est une période où le monde est en train de s'ouvrir et n'attend qu'à être exploré. On va voir Fortune et Gloire. Alors dans celui-là, pas vraiment de contexte, car ça correspond plutôt à celui du livre de base qu'on va voir dans les détails, mais pas mal de règles et de scénarios. Alors ce que je dis là, bien sûr, c'est, je les ai lus vraiment, je les ai vraiment parcourus en très grande diagonale, donc peut-être j'y reviendrai, mais au niveau des suppléments, ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant. On a Jolly Roger qui permet de jouer dans un univers pirate. Ah, voilà, c'est pour ça que j'ai participé au financement du jeu. Je cherchais à faire jouer des aventures pirates. Bon, du coup, j'ai pris toute la gamme. Oui, parce que lors du financement de Broken Compass, la version française de Pirate Borg que j'ai prise, que j'ai reçue aujourd'hui d'ailleurs, n'était pas encore annoncée. Pavillon Noir, c'était trop simulationniste. 7ème ère, trop KPDP politique et pas assez pirate pour moi. Et Capitaine Vaudou, autant j'adore l'univers. D'ailleurs, je dois avoir les BD. Voilà, vraiment, Capitaine Vaudou, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Autant le système simulacre, je le trouve à chier. Donc voilà pourquoi j'ai participé au financement. Après, ma copine adore tout ce qui est Tomb Raider Uncharted, donc ça ne sera pas perdu. On va avoir Voyage extraordinaire pour des récits à la Jules Verne, où par exemple on va embarquer dans un sous-marin pour arriver au centre de la Terre creuse, dans un nouveau monde, un nouveau territoire rempli de dinosaures et de singes géants. Et univers parallèle qui lui va balayer énormément de contextes différents. Ça peut aller du Cthulhu au cyberpunk en passant par du médiéval fantastique assez classique. J'ai regardé certains trucs, certains contextes qui m'intéressaient. Je pense qu'il y a du bon et du moins bon, mais si vraiment vous êtes fan du système de Broken Compass, ça peut vraiment valoir le coup. Les conseils et les ajustements de règles proposés sont souvent pertinents, du moins pour ceux que j'ai pu regarder. Bon, je range ça et on passe au livre de base. Déjà, j'aimerais aborder le ton du bouquin, comment l'auteur s'adresse à nous comme si vraiment il parlait à un aventurier en herbe, avec souvent un humour bien dosé, ça rend le tout très agréable à la lecture. J'ai pas relevé de coquilles, par contre il y a un parti pris qui personnellement m'a un peu fait tiquer, c'est l'emploi du terme professeuse qui est beaucoup utilisé au début du livre. C'est ce terme qui m'avait fait arrêter la lecture du PDF lorsque je l'avais reçu, entre autres choses. Mais là, avec le livre en physique, j'ai eu envie de m'y remettre. Et du coup, je me suis renseigné un peu sur le mot. D'après ce que j'ai vu, le mot professeur peut s'employer au féminin de 3 façons.
tel quel en gardant la même orthographe, en féminisant le mot en rajoutant un E à la fin, ou alors, et c'est un peu plus rare d'après ce que j'ai vu, en utilisant le terme professeuse qui est employé ici. Donc voilà, c'est un parti pris que je trouve pas très élégant, mais bon, soit. Et comme je l'ai dit, il revient souvent au début du livre parce qu'en fait la création de personnages, les exemples qui sont donnés sont faits avec donc un personnage qui est une professeuse. Mais après cette partie, c'est quelque chose qui est beaucoup moins présent, voire pas du tout. Un mot rapide sur la maquette, elle est sobre, elle ne m'a pas gêné, mais elle ne m'a pas transcendé non plus. Après j'ai fait attention parce que je m'intéresse au maquettage depuis pas très longtemps, mais là c'est vraiment histoire de pinailler. Et on va finir par les illustrations avant de rentrer dans le cœur du bouquin. Elles sont vraiment chouettes, souvent ça va être des scènes plutôt dynamiques. Même les illustrations des personnages, je les trouve très bien. Ça on va le retrouver aussi dans les autres bouquins. À chaque fois on a 4 prétirés, c'est quelque chose que je trouve très drôle. On a le mec aventurier classique, on a la nana aventurière, on a le professeur un peu plus âgé et on a la grosse brute qui est représentée par Dwayne Johnson. Et en fait à chaque fois, dans chaque univers, ils sont déclinés, mais c'est toujours les mêmes personnages avec des habits différents, des formes différentes. C'est assez marrant, j'ai trouvé ça très sympathique. Seul petit bémol au niveau des illustrations, c'est qu'elles reviennent souvent et parfois c'est à peu de pages d'intervalle, du coup c'est quelque chose qui se remarque. Mais à part ça, j'ai rien d'autre à dire, les illus sont très cool. On va rentrer maintenant dans le contenu du bouquin. Le livre s'ouvre sur la partie 1, l'esprit de l'aventure. J'ai pas grand chose à dire là-dessus, donc je vais passer quand même assez rapidement. En gros, ça présente Broken Compass dans les grandes lignes, les aventures, les aventuriers, comment on va jouer ce genre de récit. Et il y a aussi une comparaison avec plusieurs œuvres dans ce genre si jamais on a besoin d'inspiration. On continue avec la partie 2, naissance d'un aventurier, qui elle est dédiée donc à la création de personnages. Un perso, je pense qu'il se fait assez facilement. En gros, on va choisir 2 descripteurs qui correspondent plus ou moins à des archétypes. Archétypes qui vont définir notre personnage, comme par exemple, je suis un risque-tout escroc. Et ces archétypes vont nous donner des domaines et des compétences dans lesquels le personnage va être doué. Malgré la simplicité apparente de la création, c'est pas toujours très clair. Du coup, je conseillerais d'en faire une en même temps que la lecture de ce chapitre, car il y a certains termes qui sont pas forcément très intuitifs, et il y a parfois besoin de faire des retours en arrière, suivant certains choix qu'on va faire, comme par exemple l'âge de notre personnage. Rien, bien sûr, d'insurmontable du tout, mais voilà, c'est pas la création de personnage la plus simple que j'ai vue dans un jeu de rôle. Par contre, petit truc très cool que j'ai trouvé, c'est qu'à la création, on ne fait pas d'historique de notre personnage, on ne lui fait pas faire de background, mais celui-ci sera défini pendant la partie. Par exemple, si lors d'un échange, 2 personnages évoquent, l'un des personnages va évoquer un passé fictif commun entre lui et un autre aventurier, c'est quelque chose qui va devenir concret dans le passé de 2 personnages. Le problème que je vois à ça, c'est qu'il faut vraiment que les joueurs s'emparent de cette mécanique pour créer du jeu, sinon je pense que c'est quelque chose qui va vite devenir un peu trop superficiel et ça serait vraiment dommage. Il y a aussi tout un passage sur les objets et le jeu va avoir l'étrange idée de séparer armes, équipements et accessoires pour à tout prix coller au thème. Il va expliquer qu'une machette, dans un contexte où la plupart des aventuriers ont des armes à feu, la machette va plutôt être considérée comme un équipement. Parce que en soi, elle ne va servir qu'à couper les lianes dans une jungle. C'est un parti pris qui peut s'entendre, moi je trouve ça, comme j'ai dit, un peu étrange. Le jeu explique aussi que les équipements, ce sont des objets qui vont donner un avantage lors d'une action, ou alors ils permettent d'effectuer une action qui serait impossible sans le dit objet. Jusque là, ok. Et juste après, on nous dit que les accessoires, ce sont donc des objets qui ne rentrent ni dans les armes, ni dans les équipements. Et dans les exemples, il donne la torche. Sauf que, pour moi, une torche, c'est c'est un objet qui permet de voir dans le noir, chose qui, sans elle, serait impossible. Et donc pour moi, ça rentrait dans les équipements. Et en fait, voilà, c'est un petit truc dans cette dans cette séparation des différents objets que j'ai trouvé un peu bizarre, un peu particulière. Voilà, il y a quelques trucs comme ça qui ne sont pas très intuitifs. Tout ça pour essayer de coller au mieux au thème pulp de Broken Compass. Et cette partie se termine par des tables pour créer un aventurier aléatoirement si jamais on n'a pas d'idée. On enchaîne sur la partie 3, relever le défi. Et là, on rentre dans le dur du système. Rapidement, notre aventurier est défini par des domaines et des compétences. C'est des caractéristiques dans lesquelles on va avoir une valeur comprise entre 1 et 3. Et lors d'une action, on jette un nombre de D6 équivalent à la somme du domaine et de la compétence qui correspondent à l'action.
Et l'objectif, c'est de faire des doubles. Il y a 4 valeurs de difficulté. Il y a la difficulté de base, il y a la difficulté importante, il y a la difficulté extrême, et il y a la difficulté impossible. Et chaque difficulté demande respectivement 2, 3, 4 ou 5 dés de même valeur pour que l'action soit réussie. Donc le cœur du système est là, et je pense qu'il aurait pu se suffire à lui-même. Il y a une mécanique avec la possibilité de forcer sa chance, une autre qui permet de donner des avantages et des désavantages au jet, on ajoute ou on enlève des dés. Ces deux trucs s'accordent plutôt bien donc avec la mécanique et la thématique, mais il y a pas mal de petites règles qui vont se rajouter au fur et à mesure de la lecture de cette partie, et je pense que beaucoup d'entre elles sont inutilement compliquées. Par exemple, si on a 3 succès de base, par exemple, on peut les transformer en un succès de niveau supérieur. L'inverse est également possible. Si on a un succès important, par exemple, on peut définir que le succès important correspond à 3 succès de base. Jusque là, ça va. Ensuite, sur notre feuille de personnage, on a ce qu'on appelle des sentiments. Sentiments qui peuvent être positifs ou négatifs. Sauf que pour les gagner et les perdre, ça va encore être des micro-règles dont certaines vont s'appliquer uniquement à un sentiment particulier. Il y a très peu de généralité. Et en plus de ça, pour moi, il y a une règle qui n'a rien à faire, entre guillemets, dans un jeu de rôle, surtout quand celui-ci se veut assez feel good, je trouve. Je trouve pas d'équivalent à feel good en français. Du coup, je vais vous lire la règle, c'est page 89. Ok, alors texto, c'est pour ne plus être choqué ou effrayé, vous devez consacrer une action à parler avec quelqu'un de ce qui s'est passé afin de vous délivrer de ce fardeau. Jusque-là, ok. Mais vous devez interpréter cette scène, peu importe à quel point cela est difficile pour vous. Et ne perdez pas votre temps à tourner autour du pot, parce qu'un autre aventurier utilise sa propre action pour vous écouter. Je trouve que cette phrase-là met de la pression au niveau d'un joueur, et vraiment, c'est le seul cas où j'ai pas compris le but de vraiment obliger un joueur à faire quelque chose. J'ai bien un joueur, pas un personnage, en y rajoutant, peu importe à quel point c'est difficile pour vous. Voilà, en règle générale, je trouve ça toujours un peu limite d'obliger un joueur à sortir de sa zone de confort pour exploiter une mécanique de jeu. Et dernière chose, il y a aussi la possibilité d'avoir plusieurs défis dans une même scène, lors d'une même action. Mais ça, je vais l'aborder plus en détail lorsqu'on va revenir vraiment sur la partie combat. Il y a aussi, et on terminera ici pour cette partie, une règle qui dit clairement que l'échec n'est pas une option. Et qu'il faut toujours que les aventuriers, tant qu'ils ont de la chance est une ressource qui est en jeu, doivent toujours réussir à aller de l'avant. Mais que leur échec au jet va provoquer un accident, soit immédiat, soit plus tard. Encore une fois, je comprends que thématiquement c'est pertinent, mais je trouve qu'en termes de jeu, ça provoque une absence de conséquences que je n'aime pas vraiment. Pour moi, tant qu'un joueur va avoir de la chance, ça fait de personnages, il risque de tenter tout et n'importe quoi. Ça oblige le meneur à improviser, et attention, ça c'est très bien, mais j'aimerais être en mesure d'improviser aussi des conséquences négatives à leurs actions, plutôt que de devoir trouver des dommages collatéraux à leur réussite. Par exemple, si les aventuriers loupent leur jet de discrétion en pénétrant dans un camp ennemi. Je vois pas pourquoi je serais obligé de leur permettre de s'enfuir en se faisant poursuivre par les méchants, parce que ça veut dire que vraiment leur action continue, leur aventure se poursuit. Je vois pas pourquoi ça serait plus intéressant que de les faire choper et de les faire emprisonner. Mais qu'ensuite, la chance joue en leur faveur et leur donne des opportunités de s'évader. Et je trouve que ça en fait pas moins une aventure pulp que la première solution. Après voilà, c'est peut-être moi qui n'ai pas un bagage assez conséquent dans ce genre d'œuvre. Je sais pas. Partie 4 du livre, pièges et balles. Encore du système, mais cette fois-ci plus orienté affrontement. Et je dois vous dire que c'est là où ça m'a perdu. Le combat va être divisé en deux types. Il va y avoir la bagarre et la fusillade. La différence entre les deux, c'est que lors d'une bagarre, on va faire un jet par échange de coups. Si l'aventurier réussit, il frappe. S'il échoue, il se prend une mandale. Par contre, lors des fusillades, je dois faire un jet lorsque j'attaque et un jet pour me mettre à l'abri lorsque l'ennemi me tire dessus. Je précise parce que je ne l'ai pas dit, dans le livre de base, le meneur ne jette jamais les dés. Bon, jusque-là, ça a l'air plutôt simple, mais là où ça se complique vraiment, c'est sur la gestion des ennemis et de leurs difficultés. Par exemple, un soldat va compter comme
un ennemi de base et donc avec une difficulté de base. Un groupe de soldats peut compter en termes mécaniques comme un seul ennemi important, donc avec une seule difficulté importante. Mais c'est précisé qu'un gros soldat, une brute épaisse, un boss entre guillemets, peut compter comme plusieurs ennemis de base ou plusieurs ennemis importants. Et c'est vraiment pas clair de savoir comment calculer les ennemis. C'est déjà compliqué je trouve pour les défis et les dangers, mais là ça l'est encore plus parce que chaque ennemi dispose entre guillemets de 3 points de vie. Et en gros, faire une réussite importante va enlever un point de vie à un ennemi important. Et lorsqu'on a fait 3 réussites face à cet ennemi, il est à terre. Et en plus de ça, va se rajouter la gestion des couverts et les options pour aider les autres aventuriers si jamais on fait des réussites supplémentaires. Donc je pense que jouer avec les règles telles qu'elles sont proposées, ça risque de perdre énormément en fluidité lors des combats. Au lieu de proposer une difficulté globale pour la scène, ce que je ferais par exemple si jamais je joue à Broken Compass, une difficulté générale à laquelle on va pouvoir y attribuer plus de 3 points de vie si jamais il y a beaucoup d'antagonistes, à chaque G2D, tel que c'est proposé, il faut stopper la narration, déterminer sur nos réussites lesquelles vont sur quel antagoniste. Par exemple, j'ai une réussite importante, donc ça va aller sur le boss qui est là-bas, ça va lui faire un point de vie. Mes 2 réussites de base, ça va aller sur les 2 troufions qu'il y a en arrière-plan qui me canardent. Je trouve que ça stoppe trop la narration. Moi, je veux entendre les balles qui fusent, je veux entendre les voitures ou les barils qui explosent. Je veux pas devoir m'arrêter pour faire des calculs de points de vie sur les 5 ou 6 mecs que j'ai en face. Et encore un truc qui va se rajouter là-dessus, les points de chance, c'est ce qui va simuler en gros mécaniquement les points de vie d'un personnage. En gros, tant qu'on a de la chance, je réussis mes actions. Le souci, c'est que ces points de chance doivent d'abord être utilisés sur les actions qu'on a échoué, qui risquent d'être une atteinte à notre intégrité physique. Sinon, on ne les utilise pas. Et du coup, ça rajoute encore un petit truc. Attends, est-ce que ça, je peux utiliser mes points de chance parce que si lui me tire dessus, est-ce que ça risque de me toucher? Donc là, les points de chance, c'est bon. Par contre, là-bas, j'aurais aimé toucher ça, mais si j'arrive pas, je risque rien, donc je peux pas les utiliser. C'est peut-être moi, peut-être que c'est très clair. Moi, je trouve que c'est trop. Ok, partie 5, la chasse au trésor. Et là, on souffle. On met de côté les règles, on repart sur l'aventure, et ça, c'est une partie que j'ai beaucoup appréciée. Déjà pour sa façon de présenter les campagnes. Il compare ça à une saison de série télé, et chaque session de jeu va être un épisode. En plus, il conseille de faire des campagnes de 5 ou 6 épisodes, et c'est rafraîchissant de voir un jeu proposer ce format. Surtout que là, effectivement, ça colle très bien à l'ambiance. Il conseille aussi de faire un épisode pilote, ce qui est une très bonne idée. En gros, c'est un one-shot qui permet de jouer une aventure avec un personnage qu'on vient de créer, mais avant la véritable aventure, dans le passé. Et à la fin de voir ce qu'on a aimé ou pas de notre personnage ou du contexte qu'on a proposé, et donc de le changer. Là pour le coup c'est très thématique, mais plutôt du côté série télé que vraiment aventure pulp, parce que ça arrive souvent que dans une série, on note quelques, voire beaucoup de différences vraiment entre le premier épisode qui est l'épisode pilote et la suite de la saison, voire de la série s'il y en a plusieurs. C'est très pertinent comme mécanique. Il y a bien sûr des règles pour la progression de l'aventurier, et il explique aussi comment faire revenir un personnage d'entre les morts. Effectivement, voir un personnage tomber dans un ravin sans fond, si on ne l'a pas vu s'écraser au sol, si on entend un bruit de balle en hors-champ, mais qu'on n'a pas vu la tête de l'aventurier exploser, rien ne nous dit qu'il n'est pas tombé dans une rivière souterraine, ou alors que le méchant a décidé de l'épargner pour X ou Y raison. Donc pourquoi pas ne pas le faire revenir. J'ai aussi eu l'agréable surprise que le jeu à deux, un MJ, un PJ, soit abordé. Même si c'est très succinct, c'est plutôt intéressant. Le jeu conseille de créer un PNJ acolyte dont le joueur prendra le contrôle lors de scènes importantes. C'est quelque chose que je soulève parce que personnellement, quand je lis un jeu de rôle, lors des règles ou des exemples de narration, j'imagine ce que ça pourrait donner autour d'une table. Et Broken Compass colle au fait de n'avoir pour moi qu'un seul aventurier dans l'histoire. Après c'est peut-être mon côté joueur de jeux vidéo plus que amateur de films qui joue, parce qu'effectivement dans les œuvres vidéoludiques, on incarne plutôt un personnage souvent seul. Mais en même temps c'est vrai que j'ai quand même du mal à voir 4 personnes sauter en même temps au-dessus d'un ravin, tout attraper des lianes pour venir faire une roulade en arrivant de l'autre côté.
Je trouve que c'est plus cohérent ces scènes-là avec une seule personne. Et cette sensation s'accentue lorsque le livre va aborder la section trésor. Le trésor, c'est pas quelque chose qu'il faut voir au sens propre du terme. Il faut plutôt imaginer ça comme l'objectif principal d'un aventurier. Et il donne l'exemple d'un aventurier qui, pour lui, son trésor, ce serait de retrouver son père. C'est une motivation suffisamment importante pour moi pour pouvoir générer une aventure, mais ça veut dire soit que les autres personnages autour de la table n'ont pas de trésor, ou alors ils sont tous de la même famille, bon ça c'est encore une fois un peu superficiel, ou alors il faut leur trouver des trésors qui correspondent à la recherche du père d'un des aventuriers pour qu'ils essaient de tous aller au même endroit. Et même ça, je trouve que c'est superficiel, c'est pourquoi le jeu à deux, un meneur, un PJ est plutôt adapté pour ce jeu. Et pour finir ce chapitre, on va retrouver des règles sur différentes choses, à savoir les campements, les figurants, les indices, les clés, le rival, ses sbires et quelques autres trucs. Le rival, bien sûr, qui va cocher tous les clichés de ce genre de récit, mais ça marche plutôt bien. Et d'ailleurs, il y a aussi une table aléatoire pour pouvoir le créer si on n'a pas d'inspiration. Avant-dernière partie, c'est 1999 qui va aborder un peu trop succinctement, à mon goût, les années 90. Malgré la concision de ce chapitre, ça aborde bien sûr les infos principales qui sont utiles pour la création d'aventures. Mais là où ça explique que fin 80, avec des événements comme la chute du mur de Berlin, ça va en quelque sorte réunifier le monde. Ça oublie d'aborder les attentats du 11 septembre 2001 qui pour le coup vont faire un énorme pas en arrière pour tout ce qui va être voyage ou ce genre de choses. Et étant de 90, j'ai 35 ans, pour moi prendre un avion c'est attendre à l'aéroport pendant des heures et devoir être contrôlé entièrement avant de pouvoir monter dans un avion. Arriver en taxi à l'aéroport 10 minutes avant le décollage, courir au milieu de la foule pour arriver à l'embarquement et prendre vol in extremis, ça n'existe plus. Mais c'est quelque chose qu'on a effectivement tendance à voir dans les films qui se déroulent dans ces années-là. Il y a aussi un passage sur le paranormal et comment il va être reçu à cette époque. Et un autre passage sur les trésors avec une chouette phrase sur les tables aléatoires. Je vous le lis. Vous pouvez lire à votre rythme, choisir celui que vous préférez et entamer votre voyage. Ou vous pouvez lancer un dé si cela vous convient mieux. Je n'ai pas créé de table pour ces trésors, mais je suppose que vous pouvez vous débrouiller. Il n'y en a que 6 après tout. Et en vrai, j'adore les tables aléatoires, vraiment. C'est une mécanique que j'aime beaucoup. Mais il faut avouer que certains jeux, notamment OSR, avec leur moitié de contenu uniquement dédié à des tables aléatoires, ça fait un peu souffler du nez. Et donc oui, il y a 6 exemples de trésors qui sont plus ou moins inspirants, mais ça, je pense que c'est quelque chose de quand même assez subjectif. On va retrouver l'Atlantis, le Gjallarhorn, c'est un corps, la cité perdue de Kalahari, la perle enflammée, l'or de Montezuma ou le trésor des Templiers. Et cette partie se conclut sur des PNJ, ici appelés des figurants. Et on finit le livre par la partie 7 qui est le pilote, qui est donc une aventure qui peut servir de one-shot. Et j'ai vraiment été dubitatif sur cette partie. Pas que le scénario soit mauvais, mais c'est plutôt la façon dont le jeu présente ça. En gros, c'est un texte à trous. Et dans les trous, on va mettre certains détails qu'on a choisis en amont, du genre l'époque, le lieu, les indices, le trésor, les clés. Et ça rend le tout un poil superficiel. C'est des scènes qui sont cool, mais qui en soi n'ont pas de réelle saveur ni de substance, vu que, comment c'est expliqué, elles peuvent être copiées-collées dans n'importe quel autre contexte. Et en plus de ça, ça reste quand même assez dirigiste, même si ça, c'est généralement le cas dans les scénarios qu'on va retrouver en fin des livres de base. C'est pas forcément un point négatif en soi, le dirigisme. Bon, chacun en fera ce qu'il veut. Donc voilà pour Broken Compass. On termine peut-être par une note assez négative, mais je le redis quand même pour préciser, dans l'ensemble, la lecture de ce bouquin a été vraiment ultra agréable. Je pense que c'est un très bon jeu, même si malheureusement, je sais que je n'y jouerai pas tel quel, notamment à cause de son système de combat. Après, comme j'ai expliqué, c'est pas forcément
compliqué de l'alléger, notamment en donnant une difficulté générale à la scène plutôt qu'en avoir plusieurs suivant les ennemis qu'on a en face. Et peut-être que dans les suppléments, des nouvelles règles sont proposées pour mieux gérer ce genre de choses. Si jamais je referai un retour de lecture sur eux, si j'estime que c'est pertinent et que ça peut valoir le coup, mais je ferai pas une vidéo pour faire une vidéo. Voilà, je vais essayer d'être un peu plus régulier. Là, c'est pas du tout que j'étais occupé, je bossais sur d'autres projets et tout, c'est vraiment juste j'avais la flemme. Mais c'est vrai que quand j'ai vu qu'on avait passé les 600 abonnés, alors que je ne faisais absolument rien, ça m'a un peu remotivé à me remettre à la lecture, à lâcher un peu les campagnes que j'étais en train de faire. Ça m'a remotivé à lire autre chose, surtout que j'ai reçu donc pas mal de financement. Du coup, merci pour avoir dépassé ce palier. J'espère que cette vidéo sera utile. N'hésitez pas à mettre un j'aime si ça vous a plu, à commenter si vous avez des trucs à dire ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Sur ce, je souhaite à chacun et chacune un joyeux Noël et un très bon réveillon. C'était Cyril. Salut!